Vous êtes dans la salle des gens cool, sachez-le. Donc bravo à vous. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui, je vous parle de création et évolution d'un guide de style à grande échelle. Mais encore avant de commencer, j'ai une demande à vous faire aujourd'hui. Il y aura un moment, vous aurez super envie de chanter, je vous le garantis. Mais ne chantez pas, s'il vous plaît. Le temps est limité, on ne peut pas se le permettre. Vous aurez super envie, mais s'il vous plaît, respectez ma demande. Ou si vous pouvez pas si vous pouvez pas respecter cette demande, s'il vous plaît, sortez maintenant. Mais pitié, ne chantez pas. Voilà. On est d'accord? Vous chantez pas? Ok. Donc c'est parti. Moi, c'est Laurence Wagner avec un V, notez-le bien. Je suis UX UI designer, je travaille actuellement au Parlement européen, mais je suis consultante pour la société Atos. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans. Chantez pas. Il y en a partout. J'espère que vous avez pris des photos. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire et je suis super contente de présenter. C'est colle le doigt, merde. Allez, c'est parti. Donc, création et évolution d'un guide de style à grande échelle. Pour commencer, c'est quoi un guide de style? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne savent pas ce qu'est un guide de style? Ok, donc on peut passer la slide suivante avec la définition. Vous savez ce que c'est. Par exemple, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le guide de style de Medium. Je ne travaille pas pour Medium, mais c'est un bon exemple. Ça représente les couleurs, les typos, les formes des boutons et tout ça. Stéphanie, on a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est super important pour pouvoir définir facilement le style et le look de votre site. Et globalement, si vous travaillez sur n'importe quel projet qui fait plus qu'une seule page, c'est bien d'en avoir un. Moi, mon projet, c'est un gros projet. On a parlé de grande échelle. C'est pas juste une échelle qui fait 8 mètres de long, je vous rassure. Ce projet, c'est dans un contexte de ressources humaines et de recrutement, donc pour le Parlement européen. Ça fait plus de 8000 utilisateurs, ce qui n'est pas rien. On a un portail central et de nombreuses applications. Et on a du développement qui a commencé sur ces différentes applications il y a parfois 15 ans. Il y a des choses plus récentes, mais on a des vieux trucs qui traînent encore et qui datent d'il y a 15 ans. Donc, dans ces applications-là, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses qui font juste une page, c'est genre un simple formulaire. Il y en a d'autres, c'est des applications très complexes avec une quarantaine de pages, des vues par profil différents pour des utilisateurs différents. Des fois, c'est des admins, des fois, c'est des utilisateurs simples. Donc, on a vraiment plein d'applications différentes et on en a beaucoup. Elles sont basées sur 4 technologies différentes. Pour ne pas vous faire peur, on a du Java et du Apex. Je sais pas si... Il y a des gens dans la salle qui ont déjà entendu parler d'Apex? Ah, désolée Stéphanie. Non, en vrai, c'est pour les designers, c'est pas facile, c'est un peu compliqué. C'est un truc un peu tout prêt pour faire des formulaires depuis Java pour que le développeur puisse faire des formulaires facilement. Mais finalement, c'est pas si simple de les personnaliser. Et du coup, il faut faire avec. Moi, je suis dans une équipe où on a plus de 30 développeurs et business analysts pour un ratio de 1 designer, ce qui n'est pas optimal, mais on fera avec. Et comme je vous ai dit, il y a plus de 200 applications très complexes et très différentes les unes des autres. Pour vous donner une vague idée d'à quoi ça ressemble, j'étais autorisée de vous montrer des petits screenshots de ça, c'est l'actuel. Ne vous moquez pas, il y a des gens qui ont travaillé dessus qui n'étaient pas forcément designers, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de designer impliqué dans l'équipe dès le début. Mais globalement, on a pas mal de choses qui sont très différentes pour des besoins différents et codées par des gens différents à des moments différents. Donc globalement, on a un gros besoin de cohérence. Alors la cohérence, pourquoi? Pour que l'utilisateur s'habitue et moins besoin de se former, parce qu'on en a déjà parlé aujourd'hui, qu'il ait moins de stress, pas de surprise, éventuellement un gain de temps, parce que bizarrement, la performance des utilisateurs, quand on a 8000 personnes, c'est quand même un petit peu important. Donc on essaye de créer de la cohérence. Et pour ça, il y a une équipe qui s'est dit, on va faire un guide de style. Donc, la naissance du guide de style, vous voyez, là, c'est un petit bébé. C'était 2 ans avant mon arrivée dans l'équipe, ce qui remonte à peu près il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ont été regroupés, j'étais pas là, un groupe pilote. On va dire c'était des testeurs, des gens qui étaient proches des utilisateurs, donc le support qui avait plein d'informations et plein de contacts, des personnes qui étaient handicapées, une personne qui est expert en accessibilité. On avait aussi
des développeurs qui s'y connaissaient un petit peu niveau technologie. Donc c'était tout un groupe qui a été impliqué et qui s'est posé les questions genre de quoi on a besoin. Vraiment la partie décision de quel framework il va nous falloir. Donc Stéphanie en a un petit peu parlé, on va pas s'étendre là-dessus. Mais globalement, ce qui était très important, c'est que depuis le début, on a eu un point clé qui était vraiment indispensable, et je pense que vous allez tous galérer si c'est pas votre cas. C'est que depuis le début, on a un support du management. C'est-à-dire qu'il y a des personnes haut placées qui ont déjà adopté l'idée et qui ont poussé l'idée de se dire on veut de la cohérence, on veut un guide de style, on veut que tout fonctionne, on veut que les développeurs, les business analysts et tout le monde l'utilisent. Et le fait d'avoir cette position du management qui pousse le projet, c'est vraiment un point clé qui, on va dire, dans un contexte de plus de 200 applications à refondre ou à créer, c'est important. Parce que si, on va dire, vos directeurs ou les personnes à la tête du client n'est pas derrière à pousser, ça peut vraiment compliquer votre tâche. Donc à la naissance du Style Guide, ce petit groupe s'est rassemblé et ils se sont dit il nous faut quelque chose de user-friendly parce que là, c'est pas top. On s'est dit on veut de l'accessibilité parce que on a des utilisateurs handicapés et le support qui arrive et qui se dit ah oui, il y a plein de choses qui sont pas accessibles et on galère à faire lire des données par des personnes qui sont aveugles. Donc l'accessibilité était au cœur du projet déjà il y a 4 ans. Et à l'époque, on n'avait pas de designer dans l'équipe parce que moyen réduit, le projet était qu'au début. Du coup, ils se sont dit, en regardant les contraintes, on a eu des business analysts qui ont travaillé dessus, ils se sont dit, voilà, Bootstrap, c'est la bonne solution. Donc on est parti sur Bootstrap. C'est pas forcément la meilleure ni la pire, mais en tout cas, on est parti là-dessus. À l'utilisation du guide de style, on s'est dit, on l'a proposé, le premier guide de style qui a été créé sous Bootstrap. Donc globalement, c'était juste un Bootstrap avec très peu de redesign dessus, ni même vraiment de thème. On s'est dit, on va le proposer aux développeurs qui ont commencé à l'implémenter sur les nouvelles applications ou les refontes d'applications. Les premiers tests utilisateurs étaient plutôt positifs. Les gens se sont dit, waouh, c'est enfin lisible, je comprends bien la structure, la navigation change jamais de place, c'est super. Donc les premiers tests étaient plutôt positifs. Et en fonction de tous ces feedbacks d'utilisateurs pendant les tests, on a fait évoluer le Style Guide en rajoutant plein de petites choses. Et ça, dans une évolution assez itérative, parce qu'on a du bol, on bosse en agile. Donc ensuite, il faut le maintenir, ce guide de style, une fois qu'il a été adopté. Donc nous, on a vraiment de la chance. On est une équipe dédiée à la maintenance du guide de style. Mine de rien, ça paraît pas super important, mais si vous avez des personnes qui vont toujours s'en occuper, qui vont vérifier que tout est bien cohérent, que tout est bien documenté, que c'est toujours des personnes dédiées qui s'en occupent, le projet avance, on a quelque chose de solide et ça peut fonctionner. On a essayé dès le début d'impliquer les utilisateurs finaux, on a continué à les impliquer pendant la partie maintenance et le support. Et notre but dans la vie, qui a été pas forcément perçu au départ par les développeurs, c'est qu'on était là pour assister et supporter les équipes de dev. Alors que eux, ils voyaient juste qu'on arrivait avec un truc tout prêt, en mode applique ça et tu verras, ça va être magique. Et eux, ils se sont dit, ils viennent juste nous embêter, alors qu'en vrai, on était là surtout pour les assister et les supporter. Ensuite, on a la partie évolution. On va surtout se concentrer là-dessus parce que la naissance, j'étais pas trop là pour le bébé. Donc après quelques mois d'utilisation et même quelques années d'utilisation par les développeurs, on a découvert quelques problèmes. Une dizaine pour être précis. On va les passer en revue avec, globalement ça marchera un peu toujours pareil, constat, amélioration proposée et ensuite on passe au problème suivant. Le premier, c'est la présentation du guide de style. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas de designer à l'époque où on s'est dit on va lancer ce guide de style à base de Bootstrap. Du coup, qu'est-ce qu'on utilise pour présenter un guide de style basé sur Bootstrap ? Bootstrap. Du coup, ça, c'est vaguement une application. Et ça, c'est notre guide de style. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on utilise le guide de style pour afficher le guide de style. C'était un peu une fausse bonne idée. Et du coup, on s'est rendu compte que les développeurs ont été super confus. Ils ont perdu beaucoup de temps à essayer de comprendre c'est quoi les pages templates, c'est quoi les pages qui existent déjà, c'est quoi ce guide de style. Pour eux, tout ressemblait, enfin, c'était tout le temps la même chose. Ils ne faisaient pas vraiment la différence entre l'outil et ce qu'ils produisaient réellement. Du coup, ce qu'on a proposé, c'est de séparer le contenu de la présentation, mais réellement, c'est-à-dire ne plus forcément utiliser Bootstrap, ou en tout cas le thème de Bootstrap, pour l'afficher. On a voulu aussi le simplifier un maximum parce que vous avez vu, il y a une grosse navigation, on a un petit peu tout qui a l'air mélangé. Et on s'est dit, on va aussi en profiter pour mieux présenter les composants.
Donc ça, c'est le guide de style il y a encore quelques mois. Il ressemblait à ça. Globalement, on avait juste le titre, la navigation, on avait tout le contenu dans la page. Si vous voyez, il y a des petits boutons où c'est marqué « See corresponding code ». Donc ça, globalement, pour pouvoir accéder au contenu, il fallait cliquer sur ce petit bouton, ça se déroulait. C'était joli, mais c'était pas très pratique. Les développeurs ne le voyaient jamais. Du coup, on s'est dit, on va simplifier un peu le truc et on va représenter ça. Donc là, c'est tout de suite, c'est ah, ça fait du bien, ça soulage un peu les yeux, c'est plus simple, ça présente mieux et on a rajouté des petites fonctionnalités comme par exemple pour copier le code, le code couleur précis, il suffit juste de cliquer dessus et hop, ça se copie pour pouvoir le coller plus facilement. Donc c'est des petites améliorations, déjà rien que le simplifier un petit peu le style et pas utiliser le guide de style pour afficher le guide de style, c'était déjà un petit peu mieux. Ensuite, on s'est dit, faudrait peut-être améliorer aussi l'architecture de l'information. Alors, comme le guide de style s'est fait sur plusieurs mois par des personnes différentes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'a pas de front-end qui est resté pendant 4 ans dans l'équipe à travailler dessus, ça a été un relais sur plusieurs personnes. Les composants ont été ajoutés sur plusieurs mois et un petit peu n'importe comment, c'était un peu mal rangé, et les catégories originales qui étaient proposées n'ont pas évolué. Donc vous imaginez qu'on a, par exemple, en navigation, on a Default Elements et Components. Moi, personnellement, je cherche un tableau, je ne sais pas où le chercher, où le trouver. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a rassemblé tous nos petits composants et on s'est dit, on va repenser la navigation, on va tout réorganiser et pour ça, on a fait un tri de cartes avec les développeurs. Donc là, vous vous dites, oh, on aurait pu en plus prendre une personne, enfin, c'était la première approche, c'était de se dire, on va prendre un designer, on va lui dire, voilà la navigation, tu nous la repenses et puis on est bon. Non, ça marche pas comme ça. Là, nos utilisateurs, c'est des développeurs. Et il faut les impliquer. Autant qu'on a impliqué les utilisateurs finaux dans le style guide et dans la façon qu'on a de créer les nouvelles applications, là, pareil, on les a impliqués avec ce tri de cartes. Et du coup, on s'est retrouvé avec une navigation un petit peu différente. On a trié ça, on va dire, en plusieurs catégories. On a la partie layout où on voit vraiment la grille de la page générale. Ensuite, on a la partie style où on va voir plus les couleurs, la typographie, des choses comme ça, les fontes, des médias comme les icônes. Ensuite, on a les composants qui sont des composants, genre un tableau, un input, des choses comme ça. Et après, on propose les templates. Donc les templates, on en avait déjà quelques-uns dans notre version de Style Guide d'avant, mais je vais vous expliquer, on l'a fait un petit peu évoluer. Aussi, on avait un problème au niveau de la recherche de composants. Alors, là, on a une page type de Style Guide. Est-ce que vous voyez la recherche comme ça en 5 secondes? Oui. Alors, la recherche, il fallait cliquer sur le bouton. Et quand on clique sur le bouton, en fait, on a un formulaire, un petit input autocomplete qui s'ouvre. Et en fait, c'est juste la liste des titres qu'il y a dans les pages. C'est-à-dire que c'était juste indexé sur les titres. C'est bien, mais c'est pas top. C'est-à-dire que la recherche, déjà, elle n'était pas super visible, comme je vous ai dit, basée sur les titres de la section. Et surtout, en fait, si vous ne connaissiez pas le style guide et les titres des sections, vous ne pouviez pas retrouver un composant. Du coup, la technique, le temps d'apprentissage pour les nouveaux développeurs, on ne va pas se leurrer, ils ont galéré. Genre, vous cherchiez un drop-down, vous tapiez drop-down. C'était pas ça le titre de la section, c'était des inputs autocomplete, quelque chose, tagging. Et du coup, c'était un petit peu la galère. Du coup, déjà, on a rendu la recherche un poil plus visible et plus directe. Il ne faut plus cliquer sur le bouton pour pouvoir écrire directement dans le champ. Et surtout, on a aussi indexé des mots-clés pour chaque composant et ça recherche en plus de cet index dans le réel contenu des pages. Du coup, là, si vous recherchez... Si vous cherchez checkbox, on n'a plus juste les checkbox, on a aussi d'autres pages où potentiellement on retrouve le mot checkbox. Du coup, c'est plus efficace pour les développeurs et quand ils recherchent quelque chose, a priori, ils le trouvent maintenant. On a testé et maintenant, ils trouvent ce qu'ils veulent. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on s'est dit il faudrait peut-être documenter des patterns et des pages types. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un pattern? Génial. Mais vous êtes tous designers ici? Ok. Alors, un pattern, globalement, c'est... une sorte de flux d'écran qui permet de réaliser la même chose. On va dire, tu veux rajouter un utilisateur quelque part, tu veux que dans toutes tes applications, tu rajoutes l'utilisateur de la même façon et il faut le décrire cette façon. Donc nous, c'est ce qu'on appelle un pattern.
Donc, nous, on a fait face à pas mal de questions récurrentes. On a eu l'impression de répéter 100 000 fois la même chose aux 30 développeurs différents, qui avaient en plus un turnover, du coup, ça faisait plutôt 60 développeurs. Et on se répétait un peu et on s'est dit, mais comment ça se fait qu'à chaque fois, ils nous posent les mêmes questions pour les mêmes choses ? On s'est dit aussi, ça serait bien qu'ils perdent moins de temps et qu'ils réutilisent le plus possible. Donc, si possible, des choses qui sont similaires dans plein d'applications différentes, faire en sorte que le code soit réutilisé. Et ensuite, aussi, pas perdre de temps de mon côté à recréer des wireframes pour des choses qu'on a déjà définies et qui fonctionnent déjà dans d'autres applications. Du coup, on a gardé nos exemples de pages types à réutiliser, nos fameux templates, on va dire, ça serait une page de résultats de recherche, une page de listing de tableaux avec des informations, parce qu'on a beaucoup de tableaux, c'est un intranet. Et à côté de ça, on rajoute aussi des exemples de patterns. Genre là, par exemple, pour sélectionner un utilisateur, on va rajouter dans la section pattern le add user avec des écrans où on peut sélectionner les différentes étapes, les voir les unes après les autres. Et quand on clique dessus, on affiche la page de démo en HTML statique avec tout le code qu'on peut récupérer. Et comme ça, au moins, on donne ça aux développeurs. La prochaine fois qu'ils ont besoin d'ajouter un utilisateur ou de sélectionner un utilisateur, ils utilisent ça et on est sûr que c'est partout pareil. Ensuite, on s'est rendu compte que peut-être fallait repenser aussi la structure de guide de style. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de l'architecture de l'information, ce qu'on avait déjà. Là, c'est plus la structure. On s'est dit, c'est pas mal, mais il manque des trucs, comme par exemple les labels. Alors, dans le cadre des ressources humaines, on a beaucoup de labels parce qu'on affiche beaucoup d'informations, que ce soit personnelles ou sur la carrière. On a beaucoup de messages de feedback parce qu'on demande des informations aux utilisateurs, on leur affiche des informations, des fois on a des feedbacks, des petits warnings, des messages d'erreur, des choses comme ça. On a aussi des composants qui n'étaient pas super bien détaillés, tout simplement. On savait parfaitement comment faire un bouton de validation. Par contre, il n'y avait aucun endroit où c'était décrit où le placer, le bouton. Et ça, les développeurs, quand on se rend compte que 5 développeurs viennent dans la même semaine pour poser la même question, on se dit, il faudrait peut-être que je l'écrive dans un coin. Alors, je sais pas, il y a des gens qui ont vu ma conférence sur le buzz factor. Alors, le concept du buzz factor, c'est que personne n'est éternel et globalement, il faut se poser la question de au bout de combien de personnes qui sont écrasées par un bus, un projet ou une boîte peut couler. C'est fun. C'est beaucoup plus fun que cette conf d'aujourd'hui. En plus, il y avait des gifs animés avec des gens qui se faisaient écraser par des bus. C'était marrant comme tout. Donc globalement, moi je peux disparaître, tout simplement, je peux aller dans une autre mission, je peux en avoir marre de mon boulot, je peux me faire écraser par un bus, et honnêtement, à Luxembourg, faites gaffe, les bus roulent comme des tarés. Mais globalement, si je détaille pas ce qu'il y a dans ma tête et ce que j'ai défini en tant que designer, si je suis plus là, comment on fait pour que la cohérence reste entre les applications et comment on fait pour s'assurer que on garde un produit qui est logique et facile à utiliser. Du coup, il nous manquait ce type d'informations. On a aussi voulu rassembler toutes ces informations en un seul endroit parce que s'est rendu compte qu'il y avait des informations comme par exemple des informations sur les labels qui étaient stockées dans un wiki complètement à l'extérieur. Et on s'est dit, ça serait peut-être bien de le mettre en un seul endroit. Et on voulait aussi mettre ces infos à disposition de plus de monde que juste les développeurs. On a aussi les business analysts, des rédacteurs, des gens du support, potentiellement d'autres designers, peut-être d'autres front-end. Donc, rassembler tout ça à un seul endroit. Et globalement, on a pris la structure de ce qu'on avait déjà, donc vaguement layout, style, components et templates. Ça, on l'avait déjà dans notre style guide. On a rajouté tout ça. Donc, une partie un peu d'introduction pour expliquer le concept, comment ça marche et à qui s'adresser. On a rajouté les patterns, comme vous avez pu le voir, je viens de vous les montrer. On a rajouté une section accessibilité, on va en parler plus tard. On a rajouté une partie voice and tone parce que c'est quelque chose qui manquait réellement pour pouvoir écrire ces messages, ces labels. Et rajouter aussi un accès à la documentation. Et chose importante, parce que ça a l'air tout bête comme ça, mais quand vous travaillez avec 30 développeurs sur autant d'applications, vous avez besoin de release notes, c'est-à-dire dire précisément qu'est-ce qui a changé dans votre nouvelle version de Style Guide. Parce que nous, on a des contraintes un peu de sécurité qui font qu'on ne peut pas avoir un seul endroit de source du Style Guide où n'importe qui peut piocher et le prendre. Non, il faut l'installer pour chaque application. Ça veut dire qu'une application qui a été mise en prod il y a 2 ans, s'ils ne l'ont pas volontairement mis à jour, a priori, le Style Guide est celui encore d'il y a 2 ans. Donc, quand un développeur reprend, essaye de réaffecter le guide de style, le nouveau, des fois, ça peut péter et il faut que le développeur sache pourquoi. Parce qu'il a peut-être fait des petits bidouillages pour que
je sais pas, un affichage passe bien dans une ancienne version du style guide et du coup, l'informer des release notes, dans une release note de ce qui a changé, c'est super important. Et surtout, n'oubliez pas la partie contact, parce que là, on parle d'un développement à grande échelle avec du monde qui ne sont pas forcément situés dans les mêmes bureaux, dans les mêmes villes. Du coup, si on refile un style guide à un nouveau développeur qui arrive et qui est dans une autre ville, s'il a une question, il faut savoir qui contacter. Donc c'est tout con, mais rajoutez les personnes en charge du maintien, l'équipe ou en tout cas la personne de contact pour le projet là. Du coup, on se retrouve avec cette navigation qui est rajoutée, on va dire, au-dessus et en dessous, et c'est plus facile, c'est assez facilement accessible. Parlons d'accessibilité. Je ne sais pas pour vous au travail, il y a des lois qui obligent certains sites publics à être accessibles, ou tous les sites publics à être accessibles, même si le décret n'est pas vraiment très très appliqué. Nous, dans tout ce qui est site tout ce qui est Europe, donc que ce soit Commission européenne, Parlement européen, on a comme contrainte de faire en sorte que les sites soient accessibles au niveau des guidelines WCAG 2.0 avec un level AA. Le concept, c'est essayer de faire au maximum pour que ce soit accessible, mais on sait très bien qu'il y a certaines contraintes comme des vieilles machines sous Oracle qui recrachent du code infect et on essaye de le rendre accessible, mais on comprend bien qu'on ne peut pas repenser de zéro un truc qui est installé depuis 15 ans et qu'il faudra encore 5 ans pour le développer. Donc le but, c'est de faire au maximum que les sites soient accessibles. Donc c'est une grosse contrainte et nous, on se débrouille pour essayer de rendre notre style guide et tous les composants accessibles. C'est la base. Si un composant n'est pas accessible, il ne devrait pas être dans le style guide. Donc déjà, on s'est rendu compte que les développeurs, ils étaient très peu développés à l'accessibilité, très peu formés à l'accessibilité. On avait des devs front-end dans notre équipe qui s'y intéressaient énormément, mais le gros des développeurs, c'est des développeurs back-end qui n'en avaient probablement jamais entendu parler. Du coup, c'était un petit peu un problème quand on a essayé de leur expliquer « Ah oui, mais là, il faudrait peut-être repenser le code parce qu'il n'est pas accessible. » Ils se disent « Oh bah si, moi je le vois, il est accessible. » Du coup, il a fallu prendre ça en compte. On s'est rendu compte aussi que les anciens composants du guide de style de tout début, certains n'étaient pas du tout accessibles, ce qui craint grave. Du coup, on a dû vérifier aussi très souvent le code. En plus, nous, dans l'équipe design, on est censé vérifier le design pour vérifier que les développeurs n'ont pas fait de bêtises. Mais si en plus de regarder tout le design, il faut regarder tout le code, alors que les testeurs font les tests fonctionnels, ça commence à faire beaucoup. Du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est former les devs. On leur a fait une formation pour leur expliquer pas seulement comment faire de l'accessibilité, ou en tout cas les bases et les choses qu'il ne faut absolument pas louper, mais aussi pourquoi le faire. Parce que ça paraît tout bête, mais si on n'explique pas à quoi ça sert, les développeurs, ils en avaient un petit peu rien à faire. Et on leur a aussi proposé une sorte de checklist de tous les problèmes qu'on rencontrait déjà depuis longtemps et qui étaient facilement possibles de réparer. Donc en disant, si vous utilisez notre style guide et que vous vérifiez tout ça, normalement, ça roule. Bon, maintenant encore, on leur pond directement le code HTML, donc ça va encore plus vite niveau vérification du code. Normalement, c'est correct. On a revu l'accessibilité de chaque composant un par un pour être sûr, et on les a fait auditer par un expert en accessibilité. Donc on a un utilisateur au Parlement européen, enfin une utilisatrice, qui est aveugle et qui a été formée, qui est expert accessibilité. Elle est absolument géniale, elle s'y connaît, c'est un truc de fou. Et elle nous a fait une revue d'accessibilité de tous les composants, nous proposant des solutions quand on était vraiment coincé. Et pour chaque composant, on a aussi rajouté pour les développeurs une petite notice pour dire « n'oubliez pas ceci, n'oubliez pas cela ». Donc là, je vous montre rapidement une partie checklist où globalement, on explique avec des do et don't ce qu'il ne faut surtout pas faire et pourquoi le faire. Et voilà. Donc c'est une page, elle est un petit peu longue, mais on explique des choses et grâce à ça, depuis qu'on leur a proposé ça, il y a une étape dans le projet où ils sont obligés de vérifier sur cette page-là qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment le corriger. Ensuite, il y a la partie revue de code. Je vous ai dit tout à l'heure, on regardait beaucoup la partie design du site, vérifier que c'était joli, que les boutons étaient bien placés, que ça s'affichait correctement, que le responsive fonctionnait. Mais on s'est rendu compte à certains moments que, comme on ne fait pas toutes les pages de toutes les applications avec des wireframes, certains composants étaient mal utilisés. Alors mal utilisés, le coup classique chez nous, c'est vous avez une question en oui-non. Et un développeur qui va utiliser Apex, qui permet de faire facilement des formulaires, va se dire « je mets juste un drop-down pour oui-non » et hop, c'est bon. Alors que honnêtement, si vous avez un choix en oui-non, ce ne serait pas plus malin de mettre juste des radio buttons ?
Donc des choses comme ça, on a commencé à se dire, il faut peut-être plus de détails sur comment utiliser tout ça. On s'est rendu compte aussi que les développeurs, ils avaient tendance à nettoyer le code. Vous savez, ce petit truc qui se dit genre les balises alt dans les images. Non, ça sert à rien. Hein. Eh bien si, ça sert à quelque chose. Donc on s'est rendu compte qu'ils nettoyaient un petit peu le code, ils ne comprenaient pas pourquoi. Bon, ça c'était avant la partie où on les a formés. Et du coup, on a perdu un temps fou à corriger du code qui, à la base, était propre et qu'on leur avait fourni. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que déjà, au lieu de cacher le code derrière le petit bouton que vous avez tout à l'heure vu, on l'a affiché directement et on a rajouté des conseils how to use. Donc, pour résumer, pour chaque composant, on a une description, une démo du composant, un exemple de code et des conseils d'accessibilité. Comme ça, aucune excuse pour faire du code sale ou propre. Voilà. En tout cas, codez bien. Du coup, ça ressemble vaguement à ça. Là, par exemple, on a une partie Input and Static Fields. On a la démo avec des petits conseils un petit peu mis en valeur en disant hey, « surtout, n'oubliez pas ça ». Ensuite, on a le code à copier-coller directement et une partie accessibilité où on leur dit surtout, si vous mettez un input, vous n'oubliez pas le label fort. Donc, des choses comme ça. Basé là-dessus, on s'est rendu compte que les développeurs, en testant avec eux, ils disaient « ouais, c'est quand même vachement plus clair ». Du coup, ils étaient plutôt heureux. Ensuite, on a cette partie. Donc là, c'était pas seulement pour les développeurs, mais il y avait toujours des questions récurrentes autour des labels. Donc les labels, on a ces apps qui affichent beaucoup d'informations, personnelles ou non. Des applications qui sont développées, comme je vous ai dit, par des personnes différentes et depuis longtemps, et des termes qui peuvent évoluer ou qui sont très très spécifiques au métier des ressources humaines. Alors là, je vais vous montrer un exemple, ça va vous faire marrer. Pour l'identification d'un utilisateur. Il a un petit numéro, un petit matricule. Ce petit matricule, on a commencé à regarder sur une grosse majorité des applications et on s'est rendu compte qu'il était des fois nommé par EP number ou ID ou staff number ou user ID ou numéro ou number ou dièse ou agent number ou staff ID. Quand on voit tout ça, on se dit mais lequel je vais utiliser ? C'est pas facile, il faut choisir. Du coup, ce qu'on a fait, c'est avec l'aide de plusieurs stagiaires, parce que c'est un boulot super chiant et c'est tombé sur des stagiaires. Désolée. C'est très très long. Non, franchement, vous imaginez pas, il y a 2000 applications avec 200 applications avec je sais pas combien de pages de données. C'est un travail monumental et on n'a pas encore terminé. On a essayé de répertorier tous les labels de toutes les applications. Et de déterminer, grâce au support des utilisateurs et pas seulement des utilisateurs, mais surtout des gens du support, ceux qui vont répondre aux questions des utilisateurs, déterminer quel était le label à utiliser et créer un glossaire. Du coup, tous ces petits codes, on s'est retrouvés, on a choisi staff number et maintenant c'est écrit partout staff number. Donc on a un peu de cohérence qui se rajoute un petit peu partout. Et là, c'était juste pour un numéro d'identification. Alors notez bien que si on doit choisir une unité, un grade ou quelque chose comme ça, il va falloir trouver le bon mot. Et ah oui, aussi, notre portail, il est en français et en anglais. Donc il faut faire ça dans toutes les langues. Autant dire qu'on a encore du pain sur la planche, mais on va dire la grosse majorité des mots qu'on utilise, des labels qu'on utilise, on a réussi déjà à les lister, on va dire, pour les plus communs et en choisir un. Du coup, si un développeur demain se pose la question quel label je dois utiliser pour l'entité, pour la structure, pour n'importe quoi, il va dans le petit glossaire, on a une recherche, je ne peux pas encore vous le montrer parce qu'il n'est pas terminé, mais il pourra le rechercher bientôt. Donc ça, c'est un gros travail à faire dessus. Ensuite, on a la partie gestion des erreurs, parce qu'on sait qu'il n'y a rien de pire pour l'utilisateur que la gestion des erreurs et les messages d'affichage quand c'est pas clair. Et on s'est rendu compte que on avait dans pas mal d'applications des fois des messages d'erreur système, parce qu'au final le développeur il teste comme il peut, le testeur il se dit ok s'il y a un problème on affiche un message, mais un message genre 404, je suis désolée, l'utilisateur il fait ok 404 quoi, carotte, je ne sais pas. On n'avait aucune règle pour la rédaction des messages. Pareil, on ne savait pas si on devait être genre « Oh mince, on a perdu la page » ou genre « La page n'a pas été trouvée ». Essayer de trouver un moyen de déterminer une règle pour écrire tous les messages de la même manière. Avoir l'impression que ce n'est pas 200 applications différentes, mais plutôt des petites fonctionnalités un petit peu partout qui font partie du même portail.
Et au final, même si ces messages d'erreur, ces 404 not found étaient visuellement OK, c'est-à-dire qu'on avait le beau petit bloc de feedback rouge avec la petite croix, avec le petit message qui dit « Oh mince, une erreur est survenue », en fait, le message en tant que tel, il n'y avait aucune cohérence entre les applications. Du coup, on a créé une section Voice and Tone. Donc la section Voice and Tone, ça nous a pas corrigé toutes les erreurs, mais ça a quand même déjà bien contribué à la rédaction de ces erreurs. Au moins maintenant, on a des règles pour ça. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi pas seulement des messages d'erreur, mais on a aussi des messages en général, la façon de s'adresser à l'utilisateur. Comme en français ou en anglais, en français, est-ce qu'on va vous voyer ou tutoyer ? On est quand même face à des agents du Parlement européen, on va pas dire « Ah, on a perdu ton dossier !» Non, on va lui dire « Désolé, votre dossier a été perdu », même si on perd pas des dossiers. Et aussi la façon de construire les messages. Donc notre section Voice and Tone, elle ressemble à ça. Pour chaque concept, on va donner des exemples genre do et don't. Par exemple, essayez d'être poli. En discutant avec les utilisateurs, ils se sont dit le portail actuellement, j'aime pas l'utiliser parce que à chaque fois que je mets des informations, il me met soit des feedbacks méchants en me disant oui, ça marche pas, ou quand ça marche, on me dit juste ok, mais rien de plus. Alors que, en discutant avec les utilisateurs, on s'est rendu compte que ils aiment bien quand on les remercie, quand ils ont passé du temps, par exemple, à updater leurs données parce que c'est nécessaire. Du coup, au lieu de leur dire genre c'est bon, on a bien pris en compte genre change saved, on va leur dire change saved successfully, thank you for your help. Donc on le remercie pour son aide et tout bêtement, ça rend le système un peu plus humain pour eux, ça leur fait plaisir d'avoir un merci, parce qu'ils sont souvent enfermés tout seuls dans leur bureau, c'est aussi un truc à prendre en compte. Et d'avoir rien que le système qui leur parle et qui essaye d'être poli et gentil, c'est des choses qui sont touchantes et importantes. Donc on a plein de petits détails comme ça. Je vous dis pas forcément qu'il faut forcément essayer de faire un voice and tone en disant il faut qu'il soit super friendly, super fun, il faut qu'on se tape des barres de rire quand il nous parle. Je veux dire, le meilleur exemple qu'on a, c'est Mailchimp, qui a, on va dire, un voice and tone et toute une expérience utilisateur qui est super fun. Mais je suis désolée, il n'y a pas tous les systèmes qui peuvent se permettre d'être aussi fun. Déjà, définir que le ton qu'on a est neutre, c'est déjà définir le ton. Dire il ne faut pas qu'il soit trop agressif ou trop fun, dire juste rester neutre et poli, ça suffit. Et ça fait déjà plaisir à l'utilisateur quand tout parle de la même manière. Et ensuite, la dernière partie, non des moindres, c'est la publication du guide de style. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas le mettre directement en mode débrouillez-vous, allez le chercher et puis sourcez toujours ça de la même manière. Mais en fait, il faut qu'on le publie et que chaque groupe de développeurs, chaque équipe de développeurs prenne la mise à jour et l'applique à son application. Donc avant, on avait une publication du guide de style au début qui était régulière, mais on en avait genre tous les mois. Donc les développeurs qui sont plutôt orientés back, ils travaillent, et tous les mois on leur dit « Hey, on a tout changé, mais il y a des changements, il faudrait les appliquer ». Et là, les développeurs, ils sont pas très contents parce qu'ils se disent « Non, mais le truc, là, j'ai publié à 2 mois, c'est bon, il marche, on touche pas. » C'est le symptôme, comme je dis, du tant que ça marche, on touche pas. On s'est retrouvé avec certaines applications qui dataient d'il y a 2 ans et qui fonctionnaient avec encore l'ancien guide de style. Ils le mettent à jour, ils ont besoin d'un nouveau composant, et ils viennent nous voir en disant « Ah, ça marche pas !» On leur fait « Est-ce que tu as mis à jour le guide de style ?» Ils nous disent « Non, ça marchait, je n'avais pas besoin de le mettre à jour. » Du coup, c'est là qu'il faut repenser à ce que je vous ai dit tout au début, avec le support du top management qui fait que, au niveau des plannings de toutes ces équipes, on peut mettre on peut prévoir du temps pour ces équipes pour qu'ils puissent mettre à jour le guide de style, voilà. Parce que ça prend du temps et il faut que le management, on va dire la direction, le supporte. Et du coup, ce qu'on a proposé, parce que là, ça fait quand même 4 ans qu'on travaille dessus, on a quelque chose d'assez stable, on le met beaucoup moins à jour. Ça résout pas mal de problèmes et du coup, les mises à jour du Style Guide sont planifiées. On peut se permettre maintenant 2 versions stables par an et une version work in progress où on leur propose notre version qui est encore en train de développer pour la prochaine version pour qu'ils puissent l'utiliser déjà pendant leur développement. Du coup, on gagne un peu de temps et eux en perdent moins.
On teste, il n'y a pas de secret. Si on ne fait pas tester ce guide de style par notre expert accessibilité, par d'autres utilisateurs, par d'autres développeurs, on n'a pas de retour, donc on ne peut pas l'améliorer. Donc on teste, et comme ça on a quelque chose de solide. Et alors, notre règle, même si on a un guide de style qui finit par être un petit peu lourd, mais on n'a pas encore trouvé de solution contre ce problème-là, c'est on se débrouille pour ne jamais écraser un composant. Genre, on a un calendrier, il n'était pas accessible, on met un nouveau composant calendrier. Il faut que si on met à jour le guide de style dans une application qui utilisait l'ancien composant, faut pas que ça pète. Du coup, on n'écrase jamais rien. Donc ça devient peut-être un petit peu lourd, mais au moins, on évite beaucoup de problèmes. Arrive la conclusion, enfin. Aujourd'hui, je pense en général dans toutes les confs, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. Là, on n'en a pas énormément parlé. On a plus parlé de ce qu'on appelle la developer experience, c'est-à-dire faire en sorte que vos outils soient utilisés par les développeurs. Donc, il y a un super article assez court et assez efficace de Justin Baker qui s'appelle « Devs are people too ». Donc, les développeurs sont aussi des gens. C'est super important. Et pour lui, la developer experience, c'est faire des choses robustes avec des fonctionnalités qui sont stables, rapides et intuitives visuellement. Alors, façon pyramide de Maslow, il explique que le développeur a des besoins. Il faut déjà que le code fonctionne, comme demandé, avec de multiples fonctionnalités si besoin. Ensuite, on rajoute la couche de stabilité. Il ne faut pas que ça change toutes les semaines. Il faut que ça reste stable et cohérent. Ensuite, on rajoute une couche, donc là, c'est genre, on arrive à travailler, mais on veut commencer à gagner du temps. Il faut que ce soit facile d'utilisation, c'est-à-dire que l'accès soit facile, rapide, que la navigation soit simple et que la recherche soit efficace, par exemple. Et ensuite, on rajoute une couche, là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la clarté. Il faut que les visuels soient intuitifs, l'affichage simple, que les informations importantes soient mises en valeur. Et quand on a tout ça, on gagne grave du temps côté développeur. Mais on a aussi moins de retours pendant tous nos tests et toutes nos revues de code, quand on doit encore en faire, parce qu'on en fait beaucoup moins maintenant que le code est un peu plus propre. Et du coup, on obtient, ce qui était l'objectif de départ, c'est beaucoup plus de cohérence entre les applications. Les boutons sont placés au même endroit, les messages sont un petit peu les mêmes, les labels sont toujours les mêmes. Du coup, vous vous souvenez de ce super écran-là ? On arrive à quelque chose qui est un peu plus cohérent et beaucoup plus rassurant pour l'utilisateur. Il n'a plus l'impression d'être dans 8, 10, 200 systèmes différents. Il a juste l'impression d'être resté dans son portail et tout est plus logique et plus simple et il gagne du temps. Donc, les patterns, comme je vous ai dit, permettent une réutilisation du code. Du coup, ça fait aussi moins de temps perdu pour les développeurs. Tout est clairement documenté. Si demain, je me prends le bus 172, c'est pas grave. Il y a un autre designer qui viendra derrière et qui saura quoi faire et comment le faire. Et au final, ça devient un véritable outil pour les business analysts, les designers, les développeurs et tout le monde qui pourrait être impliqué sur le projet. Et cet outil, il a un nom, ça s'appelle le design system. Donc là, il y a une super longue définition, je vais boire un coup. Je vous laisse la lire. Donc globalement, le design system, comme je vous l'ai expliqué, c'est une sorte de guide de style qu'on a amélioré avec des exemples de patterns et de templates, la partie voice and tone avec le glossaire et les conseils de rédaction, une partie accessibilité pour avoir des conseils, la checklist et tout ce qui pourrait être au niveau des règles qu'on a. Et ensuite, on peut encore y rajouter, je ne sais pas si vous avez un produit avec des design principles, peut-être des règles de SEO, le branding de votre société, son identité, la façon de choisir. Par exemple, nous, on a très peu de photos, c'est un intranet, mais le fait de dire les photos doivent être toujours en noir et blanc, toujours découpées en 4 tiers, des choses comme ça. Vous le rajoutez là-dedans. Et c'est vraiment un outil que vous pouvez mettre à un seul endroit. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu à vous de jouer maintenant. Et pour commencer, je vous conseille, lisez ce livre, Design Systems de Alma Kolmatova. C'est édité chez Smashing Magazine, il existe aussi en e-book. Il est absolument génial, ça a été un peu l'épiphanie pour moi et c'est vraiment, vous le lirez, vous vous direz, mais oui, il faut que je fasse ça. Donc lisez ce livre, déjà, ça sera déjà une bonne base. Et si vous avez besoin d'une structure de guide de style, contrairement à nous, contrairement... Si vous ne voulez pas utiliser Bootstrap pour afficher un Bootstrap, vous utilisez le Style Guide de Brad Frost. C'est une petite structure que vous pouvez récupérer sur GitHub. Et ça vous fera déjà quelque chose de tout simple. C'est super simple, efficace, c'est très bien expliqué.
Donc vous pouvez déjà commencer par là pour faire quelque chose d'agréable. Et voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, pas forcément des remarques, mais des questions, n'hésitez pas. Voilà, merci. Et chantez pas. Merci pour ta conf, c'était très chouette. J'ai une question, tu disais que tu étais la seule designeuse, mais que vous aviez une équipe qui maintenait le style guide. Du coup, qui est-ce qui fait cette maintenance ? J'ai complètement oublié de le dire. Alors, dans l'équipe, on a un front-end, voire 2, ça dépend des périodes. Quand on en a 2, on est content. On a une personne qui est plus autour de tout ce qui est communication, rédaction, et moi-même. On adorerait que plus de développeurs s'impliquent dans le projet, mais hors ces front-end qui sont dans notre équipe, on a surtout des développeurs back-end. Et du coup, on se retrouve à avoir des développeurs back-end qui s'y connaissent pas forcément, qui sont pas force de proposition. Mais par contre, quand ils ont des bonnes idées, quand ils sont un peu coincés sur des points, ils viennent nous voir, on discute plus facilement qu'avant. Et du coup, on les inclut plus facilement dans le process et on améliore aussi avec eux. Mais les personnes réellement responsables de le mettre à jour, on est 3, voire 4. Merci pour la conf. Tu parlais de ne pas écraser des composants. On ne pourrait pas imaginer de pouvoir écraser des composants lors de livraison de version majeure, par exemple, pour éviter de se retrouver avec un side guide assez trop étoffé ? Alors, pour le moment, comme je dis, on n'a pas encore trouvé la bonne solution. On essaye de faire en sorte que ça soit un peu maintenu, parce que maintenant, on fait que des releases majeures, vu qu'on les fait qu'une fois, voire 2 par an, pour les sortir. Mais dans l'idéal, on garde toujours un coin, même si maintenant on a dégagé l'ancien code dans une autre CSS, où au bout d'un moment, on va pouvoir virer cette CSS à côté. Mais on n'a pas encore trouvé la bonne solution. Sinon, on perdrait trop de temps. Il y aurait trop d'anciennes applis qui risqueraient de péter, et ça, on ne peut pas se le permettre. Bonjour, merci. Moi, j'ai une question sur les arbitrages, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, là, on voit dans la refonte que tu as montrée, on reconnaît bien Bootstrap. Oui. Il n'y avait pas de designer, et une fois que c'était décidé... Voilà. Mais du coup, par exemple, dans les métiers, j'imagine qu'il y en avait qui pouvaient dire, avant, on avait un bouton rouge qu'on voyait très bien, là, maintenant, il est bleu, on préférait avant. Comment vous avez géré ça, en fait, pour dire, voilà, maintenant, c'est la bonne pratique, mais pour que ce soit compris? Alors, la plupart des applications généraient énormément de frustration. C'est-à-dire que chez pas mal d'utilisateurs, on avait le formulaire type chez nous, c'était une seule page composée d'un formulaire d'environ 20 à 50 champs. Et quand on arrivait tout en bas, en fait, le bouton de validation était en haut à droite de l'écran. Oui, c'est possible, mais il n'y avait pas de designer. Voilà. Et en fait, quand on s'est retrouvé face à ça, quand on leur a dit, voilà, il y a ce nouveau style guide, ces nouvelles applications, effectivement, il y a eu un petit peu de... On va dire, il y a une grosse résistance au changement, un peu de peur, mais au final, on a proposé ce style guide et ces applications, et tous les testeurs qui ont participé, et là, on a commencé seulement la mise en prod à une seule partie, une seule DG. Et on n'a eu que des retours positifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément eu je voulais un bouton rouge, je veux qu'il reste rouge. C'est pas revenu, ce genre de message. Bonjour, je suis là. Merci beaucoup, c'était bien complet et puis très documenté, donc c'était intéressant. J'ai une question, tu nous as beaucoup parlé du côté interaction avec les développeurs. Sur l'amont du processus, dans l'interaction plutôt avec le métier, aujourd'hui, comment est-ce que cette équipe elle se positionne et comment est-ce que vous échangez avec les besoins métiers pour faire en sorte que le style guide soit en cohérence avec ses besoins et puisse évoluer avec soit les designers, soit les BA, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Alors, on a une grosse équipe, comme je disais, c'est 30 personnes, mais ce n'est pas que des développeurs, il y a aussi des business analysts. Donc, eux, c'est leur job de rencontrer les utilisateurs pour vérifier les besoins métiers et faire toute l'analyse. Et en fait, on travaille avec eux aussi, pareil, main dans la main. C'est pour ça qu'on essaye de faire un outil pour tout le monde, pour leur dire, eux, ils arrivent en nous disant « j'ai besoin d'un... » Par exemple, le coup classique, c'est...
un tableau dans lequel on pourrait rajouter des formulaires dans le tableau, comme dans Excel, parce que les gens aiment beaucoup Excel. On est quand même dans une administration. Donc là, on commence à discuter avec eux. On leur dit, ouais, mais tu sais, mettre des formulaires dans un tableau, c'est pas forcément super accessible. Et on discute avec eux. Ensuite, ils reviennent voir leurs clients et en général les utilisateurs finaux, qui du coup dans ce processus permettent de prendre le retour, de les impliquer, et on finit par se mettre d'accord à peu près sur des composants qui pourraient fonctionner. Et leur première approche qui se dit, on a par exemple un fichier Excel, on voudrait que ce soit tout comme Excel, on leur dit, non, c'est pas Excel, c'est du web, il faut penser les choses un petit peu différemment. Et quand on arrive et qu'on leur dit, voilà, on a des patterns qui ont été définis, ça marche comme ça sur toutes les applications, ils suivent, les utilisateurs suivent et les développeurs suivent. Ça répond à la question ? Cool. Bonjour Laurence. Je ne vois pas où je suis là. Ah, cool. Merci pour ta conférence qui était très intéressante. J'ai une petite question qui est peut-être un peu plus personnelle, pour ce qui te concerne toi. Je ne vais pas te demander d'infos personnelles. Du coup, c'est un travail qui a duré donc à peu près 4 ans pour toi et qui est basé sur quelque chose d'erroné. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce terme, où il y avait beaucoup d'erreurs qui partaient un peu dans tous les sens. Et est-ce que tu aurais préféré, avec du recul, arriver dès le début de la vie de ces applications et créer un guide de style à partir de zéro, ou est-ce que c'était quand même pas plus riche de partir de choses où il y avait déjà des erreurs qui étaient tangibles et sur lesquelles on mettait le doigt facilement ? Alors moi, je suis arrivée qu'il y a 2 ans, même si le projet a commencé il y a 4 ans. Et moi, j'aurais adoré être là depuis le début. Rien que pour un truc, c'est que là, tout le monde a reconnu Bootstrap au premier regard parce qu'il est absolument pas personnalisé. Je trouve ça un petit peu triste de mon côté designer de se dire oh, là c'est juste par défaut. Et je suis arrivée à un moment où la machine était déjà lancée, où on pouvait plus tout refaire de zéro. On pouvait même pas réappliquer un thème. On pouvait même pas forcément changer, on va dire les codes, dire voilà finalement le bleu on le veut pas bleu comme ça. Enfin ça a été décidé, ça a été validé. On est dans une administration avec plusieurs niveaux de validation. On était lancé, donc j'ai pas pu changer grand-chose. Par contre, j'ai vu ça un peu comme un challenge en se disant, c'est pas parce qu'on a un bootstrap visuellement qu'on peut pas faire quelque chose de bien au niveau de l'utilisabilité. Et c'est là qu'on s'est retrouvé avec tous ces composants et d'essayer de réfléchir où les placer, comment faire fonctionner tout ça, et rassembler, documenter tout ça pour que, malgré le fait qu'on ait un bootstrap ultra de base, les utilisateurs soient quand même contents. Après, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir pas mal de retours sur tout ce qui avait été créé depuis, on va dire, il y a 15 ans, parce qu'on se dit, voilà, c'est comme ça qu'on faisait les applications il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, et on voit un petit peu l'évolution. On voit aussi certaines technologies qui avaient un petit peu des sortes de templates par défaut où ils réfléchissaient pas forcément, comme le coup du formulaire avec le bouton de validation en haut à droite. Donc il y a des choses comme ça où on s'est dit, voilà, les utilisateurs, limite, s'étaient habitués à cette incohérence et ce côté très compliqué. Et quand on est arrivé avec nos nouveaux écrans, nos nouvelles propositions, tous les tests qu'on a fait, les gens se sont dit, mais enfin, c'est cool. Enfin, c'est agréable. Donc, j'aurais adoré arriver avant, rien que pour avoir au moins un thème sur ce bootstrap. Ça aurait été vachement plus mignon. Même les icônes avaient été déjà choisies. J'ai vraiment pas eu une liberté énorme en termes de design. Mais moi, ma satisfaction, elle est au niveau justement du bonheur des utilisateurs et du fait que, je le dis souvent, quand je vois les interfaces qu'on a, je fais la seule raison pour laquelle les utilisateurs ne sautent pas par les fenêtres, c'est parce que les fenêtres ne s'ouvrent pas. Et moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir les fenêtres ouvertes et pouvoir ne pas avoir envie de sauter parce que l'outil qu'ils doivent utiliser tous les jours, parce que là, on est sur un intranet qui est destiné pas seulement à des utilisateurs pour lire leurs données et les mettre à jour, mais aussi par des gestionnaires qui travaillent dessus toute la journée. Donc imaginez, les applications que je vous ai montrées là, elles sont pas juste pour les utilisateurs finaux, mais il y a genre l'écran bleu qu'il y a 7 personnes qui travaillent dessus depuis 15 ans. Et pour eux, ça va. On arrive avec la nouvelle version, vous imaginez même pas comment ils étaient heureux. Donc moi, c'est ça mon challenge. Je suis là, comme l'a dit Stéphanie, on n'est pas là pour faire de l'art, on n'est pas là pour faire forcément quelque chose de beau, en effet, on est là pour faire quelque chose qui soit utilisable, pour concevoir un outil et faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà. D'autres questions ? Pour info, on sera avec Stéphanie juste après dans le salon, je sais plus combien là pour tout ça. Et voilà. Et si vous voulez fêter mon anniversaire avec plus de confettis, on pourra les ramasser. Voilà.
Oui, au village, tout en haut. Voilà. En dessous de l'accueil, au -1 au village. Voilà, venez. Ça va être super. Du coup, tu as dit que tu pouvais pas changer typiquement les couleurs. C'est lié vraiment au fonctionnement de l'entreprise. Alors, c'est pas seulement ça. C'est déjà, en fait, on a un changement de couleur possible. On a proposé pour les utilisateurs parce qu'ils se sont dit oui, nous on en a marre du bleu partout. On est à l'Europe, du coup il y a du bleu, du bleu, du bleu. Ce que je vous ai pas montré en démo parce que là on n'aurait jamais fini, c'est qu'on a des thèmes de couleurs que les utilisateurs peuvent choisir pour se dire non, ce truc bleu je le veux rose, vert, orange ou des choses comme ça. Donc l'utilisateur peut personnaliser son thème. C'est géré par des cookies et du coup ça permet d'avoir un peu de couleur. Mais honnêtement, c'est pas non plus du fun en barre. Enfin, ça met un peu de couleur, mais c'est pas dingue. Après, le fait que Bootstrap de base soit bleu, je pense que ça a presque aidé pour le choix parce qu'avec toutes ces applications pour l'Europe où le thème c'est du bleu, du bleu, du bleu, on se retrouve avec un truc par défaut qui est bleu et ça convenait au management. En tout cas, aux gens qui ont pris la décision et qui se sont dit c'est bon, on valide, ça correspond à nos besoins, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on va utiliser. Il y a eu pas mal de... Il y a eu d'autres frameworks qui ont été passés à la loupe pour voir si ça convenait ou pas. Donc, ils n'ont pas choisi Bootstrap en disant « Hey, c'est à la mode, on va utiliser Bootstrap ». Non, il y a eu une réelle analyse, il y a eu pas mal de tests. Et grâce à ce groupe pilote, et du coup, on en est arrivé à « on va utiliser Bootstrap ». Et au final, comme le montrent les stats de Stéphanie, tout le monde l'utilise. Donc, c'était pas une idée complètement bête.